Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Transversal, l'émission de la CFE-CGC PACA. Très heureux de vous retrouver. On va parler aujourd'hui des cadres, du recrutement des cadres, des tensions sur ce marché. Quelle est la situation aujourd'hui des cadres? Sont-ils toujours engagés? On va faire le point avec mes invités dans ce numéro de Transversal. Anne-Marie Teboul est avec nous. Bonjour Anne-Marie. Oui, ravi de vous accueillir, secrétaire générale de la CFE-CGC PACA. Provence-Alpes-Côte d'Azur. Provence-Alpes-Côte d'Azur, encadrement et cadre. Hein. C'est ça l'acronyme de la CFE-CGC. Christine Lay est avec nous. Bonjour Christine, vice-présidente de l'APEC. Vous êtes en première ligne, évidemment, représentante de CFE-CGC en première ligne, avec des chiffres. Hein. Je suis persuadé que vous êtes venu avec des chiffres sur cette situation des cadres. Et on nous a parlé beaucoup de grandes démissions, de quiet quitting, du sport de lassitude, de manque d'engagement. On fera le point avec vous dans quelques instants. À vos côtés, Anthony Fumard, il représente l'APEC. D'ailleurs, vous avez tous les deux, vous arborez tous les deux ce joli petit badge, pins. Anthony Fumard, délégué régional de l'APEC PACA. On fera le point avec vous parce que vous êtes opérationnel et on va en parler de cette situation des cadres. Dans quel état d'esprit sont les cadres en ce moment dans un contexte particulier, contexte économique très particulier. Puis Jérôme Hiverneau est avec nous. Bonjour Jérôme, ravi de vous accueillir. Président du SMPCA, je l'ai bien dit parce que vous m'attendiez un peu au tournant sur l'acronyme. CFE-CGC Métallurgie pour la région PACA. CFE Métallurgie pour la région PACA. D'abord un petit mot parce que le thème de l'émission, vous l'avez vu, c'est finalement des cadres dont on a l'impression qu'ils sont désengagés. Quelle définition vous donneriez au titre de notre émission? On peut potentiellement utiliser la terminologie qui vient d'Amérique, qui est la démission silencieuse. Quiet quitting, c'est comme ça qu'on l'appelle? Tout à fait. Et donc qui signifie que en particulier les cadres sont moins investis, se désengagent dans leur métier, dans leurs fonctions, qui ont en général une autonomie, une responsabilité. Côté APEC, parce que c'est vraiment intéressant de vous avoir sur le plateau, la vice-présidente et puis Anthony Fumard, opérationnel PACA, tous les deux engagés évidemment à la CFE-CGC. Il y a les médias mainstream qui évoquent des sujets, puis vous avez la réalité du terrain. Engagés ou pas ces cadres déjà? Nous, nos dernières études montrent que 8 cadres sur 10 sont totalement engagés dans leur entreprise. L'étude date de novembre 2022, donc on a interrogé un certain nombre de cadres qui expriment leur réel sentiment d'appartenance à leur entreprise. Donc ça peut aussi contrebalancer ce qui est perçu outre-Atlantique. Oui, mais sur cette démission silencieuse, est-ce que vous l'accréditez? Est-ce que vous avez le sentiment qu'au-delà de l'engagement, la démission silencieuse implique le fait qu'il fasse le strict minimum ou qu'il se contente, je dirais même, des horaires du contrat de travail et s'arrête là? Vous le constatez dans les faits ou on est dans une vue de l'esprit là? Nous, en fait, on a ces données statistiques qui qualifient, qui donnent le signal sur cet élément de façon très factuelle. Après, à l'APEC, on est un des opérateurs du conseil en évolution professionnelle, qui est un outil formidable pour tous les salariés, et on recueille dans nos bureaux des gens qui viennent faire le point. La moitié de nos bénéficiaires, c'est 12 000 personnes en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Corse. Sur ces 12 000 personnes, la moitié sont en poste, l'autre moitié sont dans la famille des jeunes diplômés. Ils s'insèrent sur le marché du travail ou ils sont dans une phase de rupture professionnelle, ils sont demandeurs d'emploi. Et donc tout au long de sa carrière, on peut venir faire le point. Et donc nos consultants nous renvoient des signaux, notamment sur cette sensation de désengagement possible, de pression, de burn-out. Ouais, moi j'ai beaucoup donné, puis là j'ai levé le pied. Voilà. Après, une fois qu'on rentre dans l'action de réfléchir à soi, à son projet, à ce qui nous motive, on réveille des éléments de motivation et on trouve une sorte de rebond et de redémarrage de son parcours. Anthony, ça c'est le chapitre 2, c'est quand l'APEC intervient, mais quand vous récupérez le cadre à sa naissance, et je vais donner la parole à Anne-Marie Teboul, mais on a des personnes qui disent, moi, d'abord il y a eu le Covid qui est passé par là, enfin il y a des gens qui se sont dit, je me suis mis au vert, j'ai pu travailler à distance, j'ai pu prendre un peu de recul, je bossais 45 heures par semaine, stop, j'arrête, c'est aussi ça la réalité. Oui, mais justement, si on s'appuie sur des personnes qui témoignent de leur situation, on voit qu'il y a 84% qui défendent la réputation de leur entreprise. Alors là où je vous rejoins, c'est qu'il y a peut-être un effet d'aubaine aussi, sur le fait que les tensions de recrutement sont là. Clairement, on manque de cadres. On manque de cadres, on manque de techniciens, on manque de personnel d'encadrement. Et que la mobilité pourrait s'enclencher plus rapidement, plus facilement.
Et puis après, on pourra discuter, si vous le voulez, des précoces. Voilà, en fait, là où on mesure cet effet dans nos éléments chiffrés, c'est votre langage, les précoces, c'est quoi? La démission précoce. Ouais, en fait, la mobilité professionnelle est plutôt en début de carrière. On a un début de carrière ascensionnel. On construit son parcours, on multiplie les opportunités d'avoir plus de compétences, plus de responsabilités. Et dans ce moment-là, de la première partie de carrière, là où il y a le plus de mobilité, on remarque une accélération de la mobilité. Les slashers. Les fameux slashers. Avant 30 ans, voilà, c'est ça, en gros. C'est ça, les slashers, comme on slash finalement, comme on se balade sur un téléphone portable et on slash. Et on ghost aussi, parce qu'il y a aussi ce mot qui est arrivé dans le vocabulaire. Ou on zappe. Vous avez raison, Anne-Marie, de me reprendre. Disons zapper au lieu d'utiliser ces mots anglais mal prononcés. Les cadres, l'enjeu des cadres, il est essentiel pour la CFE-CGC. Le contexte économique est complexe. On manque de cadres, on manque d'ingénieurs, on manque de techniciens. C'est ça le diagnostic aujourd'hui? Malheureusement, oui. Effectivement, on a du mal à recruter de plus en plus de cadres, malgré le besoin qui se fait sentir. Il faut savoir que le plan d'investissement France 2030 a beaucoup impacté, malheureusement, par exemple, le secteur de la pétrochimie, qui est donc victime de la décarbonation. Il faut savoir que cette partie du secteur ne fait plus envie aux jeunes, surtout aux jeunes qui ont d'autres envies. C'est pas juste aller travailler, gagner de l'argent et autres. Les jeunes ont d'autres ambitions pour eux et pour leur profession, quoi. Voilà. Après, Jérôme, juste un mot, parce que vous incarnez finalement, c'est un peu la problématique qui est posée. La jeune génération qui arrive, elle ne se tourne pas d'ailleurs, elle ne tourne pas le dos au syndicalisme. Elle est d'ailleurs assez ouverte quand vous allez les rencontrer, mais en revanche, elle a des choix de métier. L'industrie, c'est vrai, fait moins rêver. L'industrie polluante fait encore moins rêver. Les jeunes veulent aller vers des secteurs vertueux. Est-ce que vous le confirmez? Est-ce que donc ça pose des difficultés? Tout à fait. En fait, dans l'industrie, en région PACA, on a différentes typologies d'industrie. La pétrochimie, on a l'industrie de la sidérurgie, on a de l'industrie liée à de la production. Toutes ces industries spécifiques souffrent d'une image qui est en effet polluante et avec des métiers qui sont difficiles, soumis à des contraintes et des conditions de travail très particulières et donc moins engageantes pour les jeunes. Et ça se constate concrètement en matière de recrutement. C'est des secteurs aujourd'hui qui disent on peine à recruter. Ce sont des secteurs qui ont soit une très forte expertise et en termes de techniciens, d'agents de maîtrise, cette expertise est difficile à trouver et en tout cas difficile à attirer dans les entreprises. À côté de ça, on a d'autres industries qui sont la microélectronique avec des cycles de production qui peuvent être plus contraignants car ce sont parfois des productions qui sont H24, donc il faut accepter de travailler de nuit, de week-end, et ce sont des conditions de travail quand même plus compliquées. Je vais donner la parole à nos amis de l'APEC, mais vous, le représentant CFE-CGC, pour le ramener aussi à vos activités de syndicaliste. C'est compliqué ça d'avoir ces trous de recrutement de jeunes qui vous disent bah non, j'ai pas envie de faire les 2-8, j'ai envie d'avoir une vie de famille, c'est-à-dire l'équilibre vie perso, vie pro. Comment ça se passe pour vous? Est-ce que ça vous oblige aussi à vous adapter? Il faut que ça oblige les entreprises à s'adapter. Aujourd'hui, lors d'un recrutement, par exemple, quels que soient les postes, en tout cas pour les postes qui peuvent donner accès au télétravail, la question elle est clairement ouverte dès l'embauche. Est-ce que l'entreprise accepte ou pas le télétravail? Dans quelles conditions? Et je pense que les jeunes embauchés recherchent cette possibilité d'avoir un équilibre vie professionnelle, vie personnelle plus adapté à leur vie. Je n'ai pas été assez précis dans ma question et je me tourne vers l'APEC, mais est-ce que vous dites, vous, syndicat CFE-CGC, on appuie sur l'accélérateur en matière de télétravail, en matière, je dirais, d'attractivité des postes, de fiches de poste? Qu'est-ce que vous dites là-dessus? Quels sont vos sujets? On doit accélérer sur le télétravail? C'est compliqué, la pétrochimie, il faut être sur place, il y a plein de métiers où il faut être sur place. En tout cas, il faut trouver tout un tas de solutions pour le favoriser. Dans les métiers d'ingénieur, de R&D, de management, c'est potentiellement faisable, donc il faut continuer à développer ces conditions de travail à distance. Christine et Anthony, deux sujets. Est-ce que c'est toujours les salaires, parce que c'est un sujet de revendication fort des syndicats qui sont engagés dans les NAO depuis quelques temps maintenant, est-ce que le salaire prédomine ou est-ce qu'aujourd'hui, quand on est salarié, on a envie d'avoir une vie de famille, on a envie d'avoir une vie privée? Est-ce que vous
vous parlez des difficultés de recrutement, c'est aussi le fait que ça manque de sens, ça manque de reconnaissance, on ne s'y retrouve pas, on n'a pas envie d'être manager pour avoir des responsabilités. Cette question est posée aussi. Alors moi, je vais parler au niveau national et je laisserai Anthony compléter, enrichir au niveau territorial. Ce qu'on observe, il y a 4,3 millions de cadres en France aujourd'hui. Ce qu'on observe à travers notre population, c'est le sens. Mais le sens a toujours été une question fondamentale dans une recherche de bien-être dans son travail. La rémunération est un facteur important. Au-dessus ou en dessous? Je pense que c'est au même niveau. La rémunération et le sens. Et le sens et la rémunération. C'est un tandem important. L'inflation n'a pas aidé, je veux dire, le débat d'inflation. Justement, il y a l'inflation et puis il y a l'effet post-Covid qui a fait bouger les lignes au niveau de l'organisation du travail, puisque même quand le pays a été sous cloche de mars à mai 2020, il a bien fallu produire, donc nous organiser différemment. Et le télétravail est apparu dans la notification des offres d'emploi. Aujourd'hui, un employeur qui doit aussi développer sa marque employeur pour poursuivre son attractivité, peut tirer le fil justement de l'organisation du travail et proposer cette petite case télétravail. Mais pour les syndicats, parce que là c'est intéressant, vous parlez à double casquette, vous avez une expertise sur le marché de l'emploi des cadres et c'est passionnant, puis il y a aussi l'enjeu syndical. Les syndicats, certains, je ne sais pas. Il faut s'adapter. Alors il a fallu s'adapter. Je change de casquette. Et oui, voilà. Je redeviens déléguée à la CFE-CGC et là, c'est un syndicalisme 2.0, c'est une mobilisation différente de nos militants, mais aussi des sympathisants et des adhérents. Donc c'est une vraie transition. Anthony, moi je vais revenir sur le marché. PACA, Moi, je vais revenir sur le marché avec. C'est le sens ou c'est le travail là qui prédomine? Alors en fait, il y a deux angles. Il y a le marché du travail, le marché de l'emploi des cadres, avec la mise en relation de candidats et de recruteurs. Et puis il y a ce qui vient derrière, qui est la majorité de nos situations, la gestion au quotidien de ses collaborateurs. Et on voit que il y a une hyper corrélation des deux mondes. La promesse qu'on va faire à un candidat doit être tenue au quotidien dans l'entreprise. Alors certes, il y a des éléments factuels comme le salaire qui sont des incontournables. Pas de greenwashing. Mentez pas sur la feuille de poste. C'est fini ce temps-là, parce qu'avec les réseaux sociaux, avec nos réseaux physiques et ça, on se croise, on se parle, on sait très bien ce qui se passe chez les uns et les autres. Donc on a ce premier sujet de la promesse. Par exemple, sur APEC.fr, les entreprises qui ont une meilleure audience sont celles qui publient le niveau de salaire dans l'offre. Or, une grande partie des employeurs ne le font pas. Donc, Indeed, vous avez vu d'entrée de jeu, récemment. D'entrée de jeu, vous vous coupez d'une grande partie d'une audience de qualité. Le deuxième élément, c'est les éléments facteurs de sens. C'est sûr que si vous promettez un quotidien différent de celui de la réalité, quand la personne arrive dans l'entreprise, quand le salarié arrive, d'entrée de jeu, on sait que ça ne va pas aller au bout. Je précise, Anthony, que d'ailleurs, c'est ce qui justifie le départ souvent très prématuré lors d'un poste. On voit des chiffres qui sont hallucinants. On reste un mois et puis on quitte l'entreprise, on s'en va. Sur les 18 premiers mois et pour les plus jeunes. Après, plus on avance en âge, en responsabilité et en sagesse peut-être, on gagne aussi en prise de recul par rapport à ces événements. Ce qui va venir nous transpercer, transpercer c'est peut-être un peu fort, mais quand même, c'est cette transition écologique et énergétique dans laquelle on s'est engagé. Alors on a beaucoup parlé d'industrie. Ce que j'évoquais tout à l'heure. En PACA, en fait, le poids de l'industrie est bien plus supérieur à la moyenne des régions de France. On est dans une économie tertiarisée, mais en PACA, c'est 12% de l'emploi des cadres, l'industrie, et une industrie lourde en plus. Alors, il y a une grande part d'industrie lourde, mais c'est surtout, comme le disait Jérôme, on a une industrie quand même très tournée R&D, très portée par des investissements, par des start-up. Donc on a un taux d'encadrement en PACA dans l'industrie qui est supérieur à la moyenne. Donc ça nous met en hypertension sur un marché hyper attractif. La croissance du marché de l'emploi des cadres en PACA est 2 à 3 points supérieur que celui de la moyenne nationale. Juste d'un mot chacun, et je donnerai la parole à Anne-Marie, mais comment vous expliquez, vous qui êtes vraiment en première ligne sur ce sujet, qu'il y ait cette tension et une pénurie de recrutement? Qu'est-ce qui fait que les entreprises peinent à recruter des cadres, des ingénieurs et des techniciens? Comment vous l'expliquez? Christine, je vous vois me regarder, parce que c'est une question sérieuse et profonde en fait. On se dit, mais oui, on vit quelque chose d'un peu historique.
Oui, mais il y a un nombre de sorties, disons, de personnes formées aussi, qui est le nombre est moins nombreux que on ne forme pas assez de personnes. Par exemple, je vais parler de l'industrie. Sur l'industrie, il n'y a pas assez de personnes formées pour le nombre d'emplois proposés avec le turnover et le papy boom. Puisque là, on est dans, une période de renouvellement de compétences très importante. Des choix politiques aussi qui ont fait qu'il y a eu des arrêts de certaines filières où on n'a pas continué à former les personnes. Comme dans le nucléaire, par exemple. Comme dans le nucléaire, exactement. Oui, dont on reparle beaucoup, le nucléaire. Oui, mais du coup, il faut un certain nombre d'années. La filière nucléaire avait été abandonnée. 10-15 ans. Plusieurs années pour que la filière de formation puisse à nouveau alimenter l'industrie. Anne-Marie, il y a le débat donc, de ceux qui, après 30 ans, vont se stabiliser et vont essayer de se poser, en région PACA en particulier, mais comment ça se passe l'intégration de ces jeunes dans les entreprises? Parce qu'il y a un vrai enjeu. On a eu une grande vague d'alternants. En général, pas tous, mais une partie vont être intégrés dans l'entreprise dans laquelle ils ont travaillé, pas tous. C'est un vrai enjeu pour vous à la CFE-CGC de permettre à ces jeunes de s'intégrer à l'entreprise, de trouver leur place et puis, j'ai envie de dire, d'y rester. Et le problème, il est là. Parce que justement, c'est de rester. C'est de rester. Pourquoi? C'est très dur pour un jeune de rester parce qu'il n'arrive pas à se projeter dans une boîte qui ne lui donne pas de sens à sa vie professionnelle. Et un jeune qui arrive et qui s'aperçoit qu'un poste de cadre, c'est beaucoup moins d'autonomie que ce qu'on imagine. C'est beaucoup plus d'objectifs qui deviennent de moins en moins atteignables. C'est beaucoup plus de charges de travail, de plus en plus élevées. Et donc on s'en va. Et on s'en va parce que on n'y retrouve pas son pendant. Donner de son temps, c'est très bien, mais il faut avoir une contrepartie. Et cette contrepartie, il n'y en a pas trop en fait. Quand on est sur un poste de cadre, il y a beaucoup de devoirs, mais il n'y a pas beaucoup de retour sur investissement, entre guillemets, parce que malheureusement, il faut avancer, il faut avancer, il faut avancer. Et puis voilà, donc les jeunes ne se retrouvent plus trop là-dedans, quoi, en fait. Juste un mot, je voudrais vous entendre, parce que ça interpelle aussi les syndicalistes. Quand vous êtes représentant des CSE, vous avez évidemment face à vous les RH, vous parlez télétravail, vous parlez recrutement, vous évoquez tous ces sujets. Il y a un autre sujet d'implication des cadres qui, je le redis, lorsqu'on leur propose, même à des jeunes, de devenir manager, et vous disent non, moi je ne veux pas être manager. Il y a quelque chose qui est, je ne veux pas avoir cette responsabilité-là. Pourquoi? Parce que c'est trop compliqué aujourd'hui d'être manager, enfin de gérer des équipes. C'est un vrai sujet, ça. Alors il y a déjà un vrai sujet qui est quelle est la responsabilité du manager dans l'entreprise? Est-ce qu'il a vraiment de l'autonomie? Ou est-ce qu'il a juste un titre où il a ni autonomie et sa responsabilité en fait se limite potentiellement à une gestion Parce qu'on peut être cadre, être manager, il faut le préciser. Tout à fait, voilà. Donc il y a aussi comment l'entreprise fait évoluer ses propres salariés. Donc là, il y a tout un travail qui doit être fait. Et il y a une attente de reconnaissance qui est très importante. Alors on parlait de la reconnaissance par le biais de la rémunération, du salaire. Et aujourd'hui, c'est un peu mis en mal cette rémunération de l'ingénieur, du cadre, car autant il y a eu des augmentations en 202022 dans la plupart des entreprises, mais l'inflation, elle est 2 fois supérieure. Voilà, 3,5% en moyenne. Quasiment toujours en deçà de l'inflation. Donc comment les entreprises demain vont ajuster la rémunération de leurs ingénieurs et cadres donc en 2023 par rapport à ce qui s'est passé en 2022, ce sera, je pense, un élément clé pour leurs propres salariés, mais également pour l'image qu'ils auront et pour le recrutement qu'ils feront dans les prochaines années. Christine, Anthony, parce que là, encore une fois, vous avez une double casquette et je vous utilise pour vos compétences de chiffres. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que dit Jérôme? Il y a les doubles phases de la reconnaissance. C'est aussi la reconnaissance, je suis reconnue, je suis vue par rapport au travail que j'effectue, en complément. Et on me le dit. Et ça, c'est important et on est dans un monde où tout va très vite, de plus en plus vite. Et le collectif, c'est là où on voit que le collectif du travail est aussi important dans le mode organisationnel, en complément du télétravail dont on parlait tout à l'heure, de prendre le temps, de se poser, de se dire les choses. Et pourquoi aujourd'hui il y aurait ces tensions aussi de recrutement et le fait de ne pas vouloir aller sur le management? Il faut quand même... Il y a des personnes qui veulent être managers.
c'est pas l'ensemble de la population ne veut pas être manager. Il y a beaucoup de dirigeants qui disent, moi j'essaie d'attirer des jeunes pour leur dire sois manager, et certains disent bah non, je veux pas. En fait, il faut laisser aussi l'envie et puis prendre l'ensemble des travailleurs, c'est-à-dire donner aussi la place aux seniors, aux 45 ans et plus, bon sujet. Qui nécessite aujourd'hui d'être mis aussi là en débat. En plus des jeunes, parce que pour combler justement les tensions du marché, parce qu'il fut un temps, on était dégagé des entreprises. Ouais, à 50 ans, 52 ans. À un certain âge. Ouais. Et Pôle emploi récupérait derrière le relais. Juste avant de nous quitter, il nous reste peu de temps, mais vous ouvrez le débat des seniors, qui est un vrai sujet, parce que quand on perd son emploi à 52 ans, on sait que c'est très compliqué, donc il y a une vraie politique à mener, j'imagine, et des actions concrètes à mener par la CFE-CGC, mais il y a le débat du burn-out, il y a le débat des tensions, des difficultés à l'intérieur du... Est-ce que ça, à travers votre expérience APEC et de syndicaliste, c'est un sujet de préoccupation majeur? On voit des cadres sous pression, certains pètent les plombs et vont jusqu'au burn-out. Ça, vous le constatez? Alors, ça c'est une tendance de fond. Tout le monde est aligné sur cette tendance. L'effet des différents confinements, ce fonctionnement qu'on a aujourd'hui d'une économie l'accélération dont parle Christine, touchée par l'inflation, tous ces codes qui changent très très vite, l'intergénérationnel, tout ça vient bouleverser le quotidien de tout à chacun dans tous les compartiments de sa vie pro et perso. Et tout se mêle, privé, perso. Et aujourd'hui, finalement, quand on regarde ce marché de l'emploi des cadres au moment du recrutement, les signaux qu'on envoie de part et d'autre, nous, l'APEC, on est complètement neutre puisqu'on a une gouvernance paritaire et donc on est équidistant des intérêts des employeurs et des salariés. Quand on voit une situation, on renvoie des signaux. On n'a aucun enjeu de partisan ou financier. Et au final, on s'aperçoit qu'il y a une forme d'alignement de bon sens entre des dirigeants, leurs managers, leurs experts, pour créer la meilleure condition de travail, pour créer de la valeur. Le problème, c'est qu'il faut aujourd'hui intégrer aussi dans le monde de l'entreprise tous les éléments de la société qui viennent nous télescoper. Et la baseline, pour moi, c'est d'arriver à proposer des projets professionnels ambitieux dans un cadre de vie de qualité. Et à l'intérieur de ça, savoir faire évoluer, savoir faire... À l'intérieur de ça, chacun met ce qu'il veut, mais il faut les deux. Et souvent, ça ne se croise pas ou mal. Alors, dans le tissu de PME qu'on a dans notre région, on trouve des pépites et des très très belles expériences. Et ce qui m'interpelle, moi qui arrive, vous savez, dans cette région, c'est qu'en fait, on a une dynamique exceptionnelle. 51% des recruteurs en France estiment qu'ils vont avoir des difficultés de recrutement lors d'un recrutement. En PACA, c'est 58%. Mais côté candidat, c'est l'inverse. En France, 48% des gens pensent qu'ils ont une chance de rebondir assez facilement sur le marché. En PACA, c'est 41%. Alors moi, j'arrive, je ne sais pas pourquoi, mais il y a un phénomène divergent. Je crois qu'il y a une accélération de la croissance du marché qui va profiter aux plus vertueux d'entre nous, tant candidats, mais surtout employeurs. Merci à vous quatre. Merci d'avoir partagé ce moment dans cette émission transversale, de vous être déplacés, d'avoir fait du chemin pour venir dans ce studio. Merci à vous, Anne-Marie Teboul, secrétaire générale de la CFE-CGC PACA. Merci d'être venu. Merci à Jérôme Hiverneau, président SMPCA Métallurgie CFE-CGC PACA, Alpes-Provence-Côte d'Azur. Merci à Christine Lay, la vice-présidente de l'APEC, représentante de la CFE-CGC. Et puis je remercie Anthony Fumard, délégué régional APEC PACA. Vous aviez tous les deux ce petit badge avec la marque, évidemment, APEC, organisme paritaire. Merci à vous. N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions à l'issue de cette émission. Et puis je vous dis à très très bientôt pour un nouveau numéro de Transversal. Bye bye.